design au principe de la transformation. Rémi Bourganel, bonjour. Bonjour. Rémi Bourganel, parcours passionnant. Voilà, alors vous allez un peu nous raconter ce qu'a été votre parcours depuis, je crois que c'est 2008, non? C'est Nokia ou c'est je ne sais plus qui là, qui vous prend sur le design? Oui, moi je suis tombé sur partie des Frenchies là, qui sont sélectionnés. Oui, je suis passé par Nokia effectivement. En fait, je suis tombé dans le design un peu par hasard. Je partais pour faire des études d'architecture en fait, puis l'école de design est venue présenter la question de l'humanisation des technologies et comment on pouvait améliorer le quotidien des gens. Et je me suis dit, en fait, à 17 ans, j'ai trouvé mon métier. Et donc, j'ai fait tout le parcours pour apprendre le design et toute la branche humaniste du design qui consiste à humaniser les technologies et à servir l'intérêt des personnes. Et finalement, j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation by design, design thinking, dans du conseil avec Roland Moreno Technologies, l'inventeur de la carte à puce. Air Liquide, sur les systèmes d'anesthésie, les systèmes pédagogiques. Et puis, je suis rentré en entreprise dans les télécoms pour réfléchir à ce que seraient les téléphones portables demain, dans une boîte japonaise, puis Mitsubishi Electric, coréenne, Samsung, puis Nokia, où je travaillais avec des anthropologues, des designers et des ingénieurs à explorer demain. Sur des sujets très vastes, hein, l'usage des technologies par les femmes, comment faire un téléphone pour les illettrés, et l'intégration de l'intelligence artificielle dès 2006. Et puis la question de l'entreprise à mission qu'on avait abordée en 2006 chez Nokia. Quelle est la raison d'être de Nokia et comment ça s'incarne dans toute l'activité de l'entreprise. C'est un travail qui a pris 2 ans. Voilà, donc effectivement, en France, les entreprises commencent à se saisir du design, on entend de plus en plus, c'est une bonne chose. Elles rattrapent un petit peu ce qui est plus en avance dans la culture anglo-saxonne. En France, on a pensé que le design, c'était l'art décoratif, hein, pour faire simple, alors que dans la culture anglo-saxonne, c'est une façon d'innover, en plaçant l'humain au cœur du projet, en fait, et en faisant travailler toutes les compétences autour d'un processus qui notamment, produit des artefacts pour faire réfléchir ensemble. Ce qu'on appelle, dans nos jargons académiques, des objets intermédiaires. C'est-à-dire, dès lors qu'on a mis quelque chose sur la table, ça aide à réfléchir. On n'est pas dans les concepts, on n'est pas dans les idées, on va produire des choses qui aident ensemble toutes les compétences à réfléchir. Donc aujourd'hui, on parle de design de modèle économique, on parle de design de conditions générales de services, il y a du legal design, le design de gouvernance, en fait, parce que le design fait travailler ensemble des expertises, sans niveau de hiérarchie, hein, il n'y en a pas un plus malin que l'autre, en fait, mais un processus qui, par la production d'objets intermédiaires, aide à réfléchir et aide l'utilisateur lui-même à s'engager. Il y a un concept qui, moi, me fascine, c'est le concept d'affordance de Gibson, qui est peu traduit d'ailleurs en français, hein, mais le concept d'affordance, c'est l'encapacitation. Quand notre cerveau voit une poignée de porte qu'il n'a jamais vue, cette forme est nouvelle et il sait s'en servir, parce qu'il a généralisé le concept de la poignée de porte. Eh bien, le design fait un travail de traduction dans le processus du projet et vis-à-vis de l'utilisateur. Il crée des affordances. Donc si on a une entreprise à mission, si on a un projet, comment ça se traduit pour engager celui qui ne sait pas vers de l'inconnu vers le connu. Donc dans l'informatique, l'affordance, ça a été le fait de créer un bureau, une corbeille, un fichier sur l'écran de l'ordinateur pour permettre à quelqu'un qui ne connaissait rien à l'informatique de s'engager et de permettre l'usage. Eh bien, on applique ça à tous les domaines nouveaux où en fait, quand c'est trop nouveau, il n'y a pas d'engagement. Donc notre rôle, c'est de créer les moyens de faire comprendre les enjeux pour faciliter de l'engagement. Donc on pourrait dire, mais tout est affordance, en fait. Oui, en fait, notre job, c'est de faire qu'on va créer un langage commun et de faire comprendre. C'est pour ça que le design est partout aujourd'hui, parce que c'est un mode de médiation entre toutes les compétences pour fédérer sur un projet ou sur un résultat, finalement. Je n'ai pas précisé, vous êtes enseignant à Sciences Po, c'est vrai, École du management et d'innovation. Oui, Marie-Laure Salgelic m'a demandé de venir enseigner le métadesign. Alors le métadesign, spécifiquement, dans mon cours, c'est le design de gouvernance de systèmes intelligents. C'est-à-dire que plutôt que de dire on a une entreprise et sa gouvernance, dans le cas du numérique, il y a une spécificité, c'est que la gouvernance peut être intégrée dans le système. Et donc j'ai donné aux élèves l'hypothèse que si on faisait un service comme un Amazon inversé par exemple, où vous vendez un produit en pair à pair, moi je vous l'achète et je vais pouvoir en faire la promotion.
j'ai mon store, dès que le produit a été, je l'ai acheté, je vais pouvoir décider d'en faire la promotion. Sans autres intérêts que ma réputation. Ce n'est pas un schéma de Ponzi. Mais qu'est-ce qui se passe alors si la communauté veut participer à l'arbitrage? Parce que moi, je peux penser que votre produit est méritant, mais d'autres, on va avoir un avis différent. Et donc, la régulation de la promotion va être intégrée dans le système. Donc, je leur fais penser l'intégration de la gouvernance de l'entreprise dans le système lui-même, ce qui est assez innovant. Et donc, on explore comment on peut faire que les plateformes de commercialisation intègrent la gouvernance pour qu'on enrichisse la valeur et la promotion de certains produits et qu'on débatte sur le mérite d'autres, en fait. C'est un sujet assez fascinant. Donc c'est vraiment sujet fascinant. Vous êtes passé chez Quant aussi? Oui. J'ai travaillé en Quant, entreprise à mission, puisqu'elle cherche à intégrer la notion de privacy dans l'usage des données, c'est-à-dire qu'elle part du principe qu'à l'inverse des grandes entreprises américaines, qu'on peut créer de la valeur dans l'usage du numérique et dans les outils de recherche d'information sans tracer l'utilisateur et sans capter une connaissance sur lui qui peut poser problème d'un point de vue éthique. Donc j'ai travaillé sur ces sujets-là. J'ai travaillé chez Brickchain aussi, où on a créé un service qui permet un partage éthique des données personnelles avec de la transparence sur pourquoi je partage et quels bénéfices j'obtiens en retour. Et notamment, on a facilité la création d'écosystèmes de valeur, c'est-à-dire que moi, utilisateur, je rentre dans cet écosystème, je comprends pourquoi les acteurs ont envie d'être ensemble. Et j'adhère au projet, je peux partager des données pour la recherche médicale, pour l'amélioration du transport dans l'agglomération parisienne. Donc je participe à un projet, dans ce projet, j'accepte de partager des données, il y a un bénéfice clair et tout est gagnant-gagnant. On a œuvré à une sorte d'alternative à Facebook Connect, si vous voulez. Donc, je vois assez bien. J'essaie d'impliquer dans des projets de... Je vois assez bien. Et une question, finalement, le design, moyen clé pour les enjeux de demain, ça vous évoque quoi de dire que le design, ça pourrait être un moyen clé? J'ai une idée en tête, je pense à l'ouvrage de Pierre Bélanger autour du pillage numérique, par exemple. C'est-à-dire, justement, là, vous avez évoqué les questions de privacy. Voilà, on pense au RGPD aujourd'hui, donc la protection des données personnelles. Il y a quand même des sujets lourds. En quoi le design, articulé éventuellement avec les questions de la mission, par exemple, ça pourrait nous amener à apporter des réponses nouvelles? C'est assez simple, en fait. Si le design va mettre en œuvre une vision, un imaginaire, à l'intérieur d'un projet. Et aujourd'hui, donc il va le faire en créant des artefacts et des affordances. L'histoire du design humaniste, c'était de participer à l'humanisation des technologies, donc c'est quelque chose de naturel. En revanche, une des raisons pour laquelle le design est connu aujourd'hui, c'est que son développement en France est un peu concomitant à la numérisation des entreprises. Par la numérisation des entreprises, il s'est passé que l'utilisateur s'est retrouvé au centre du projet. Et tout d'un coup, que ce soit le légal, le marketing, l'ingénierie, tout le monde se sont dit, mais en fait, il y a une personne au centre de l'entreprise maintenant, c'est le client. Et ce client, on va comprendre comment il raisonne, comment il perçoit le monde, et comment il va adhérer. Et on a vu des phénomènes de transformation de l'entreprise qui ont été spectaculaires, où la question des hiérarchies, des luttes de pouvoir se sont nivelées par la question du mode projet dans lequel l'utilisateur est au centre. La prochaine étape, c'est en fait, en ayant mis l'utilisateur au centre, on s'est posé la question, mais finalement, en baissant les barrières, est-ce que notre projet il est vraiment clair pour lui? Est-ce qu'on communique clairement ce qu'on veut? Est-ce qu'on dit assez ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'engage assez lui-même dans la participation à ce projet? Donc l'entreprise s'est ouverte. En remettant l'utilisateur au centre, elle est devenue plus poreuse aux enjeux de société, en fait. Donc l'entreprise à mission, elle arrive comme une conséquence, à mon sens, naturelle de ce qui s'est passé dans le processus de digitalisation des entreprises. L'étape d'après, c'est dire, c'est relativement complexe de définir une vraie mission, une vraie raison d'être et une mission, mais c'est encore plus subtil de l'incarner dans le projet. En fait, déconstruire tout ce qu'on pense être ou avoir été vrai. J'ai des amis qui travaillent sur la conception de tables, dans laquelle ils disent, en fait, moi je vais vendre des pieds qui sont complexes industriellement, mais pour ce qui est du bois, je m'associe à des distributions locales. Donc je ne vends pas des tables finies. Je mets en œuvre la distribution d'une table dont moi je ne produis que le pied
et localement, je fais venir du bois local. Donc en fait, on peut repenser toute l'innovation en ne plaçant plus seulement l'utilisateur au centre, mais aussi la question des externalités, donc l'impact social et environnemental. Donc le design se place là-dedans comme une médiation de ces efforts, en fait. Comme le design est utilisé par Bruno Latour à Sciences Po. J'allais évoquer l'Anthropocène. Pour faciliter la conversation sur la COP21, les designers de mon école, à l'époque l'ENSAD, créent des objets pour comprendre. Mais c'est quoi l'Anthropocène aujourd'hui ? On peut en parler, mais ce n'est pas appréhensible en fait. Quand on crée des traductions de ce que c'est vraiment, quand on a des scénarios qui permettent de se projeter demain dans une palette de futurs préférables, on arrive à incarner des scénarios futurs, alors tout le monde arrive à débattre en disant « Ah oui, alors ce scénario plutôt, oui, ce scénario, mais en fait, ça ne va pas marcher comme ça. » Et donc, cette capacité à incarner des mots dans des visions claires avant de les réaliser. En fait. Donc, provoquer le débat, faciliter le débat et faire émerger des solutions préférables. Des formes de connaissances génératives. C'est ça. Alors, non seulement on fait converger les connaissances, en effet, mais la particularité du design, c'est très juste, c'est d'être très génératif. Dans le cas du sujet de l'intelligence artificielle chez Nokia, on a produit, mon équipe et moi, un travail qui a permis, avec 16 métaphores, de produire 120 innovations. Spectaculaire. On a en capacité l'intelligence collective. Voilà ce que pourrait être Nokia. Donc on a dit d'une certaine façon la mission que pourrait être Nokia vis-à-vis de l'intelligence artificielle, en lien avec l'intelligence artificielle. Et saisissez-vous de ça. Mais en fait, c'est un sujet tellement difficile. Sans cet objet de 16 métaphores, on ne pouvait rien faire. Et 16 métaphores, en revanche, ont permis de produire 120 innovations, dont chacun s'est saisi, en fait. Donc le design, c'est de la médiation d'intelligence, en fait, finalement, par la capacité à rendre visibles des scénarios, des artefacts, des processus, donc des produits, des services. C'est intéressant de voir aujourd'hui que tout ne se comprend qu'à un moment donné quand c'est incarné, finalement. Le discours n'a de sens que quand il existe dans quelque chose. Et quand il existe, alors on débat. Pas l'inverse, en fait. Il faut produire quelque chose qui va faire stimuler le débat et le faire finaliser, le faire vivre. Une dernière question. Il y a une spécificité francophone, il y a un enjeu francophone particulier, une vision francophone du design Oui, alors le design français est historiquement ancré dans l'humanisme, en fait. Il a le premier syndicat des designers, l'ICSID, qui est maintenant le WDO, a été créé en France. Et aujourd'hui, la France est reconnue comme ayant un design qui est toujours en avance sur les questions humanistes. Tant et si bien que là, on me propose pour le grand rassemblement de tous les designers du monde entier en octobre en Inde, de porter la question, mais qu'est-ce que veut dire la question des missions pour les designers ? C'est que chacun prenne aussi ses responsabilités, dans quelle mesure ça implique des méthodologies différentes. Je crois que toutes les disciplines vont devoir repenser leur façon de s'intégrer dans le projet. Et donc, moi, j'initie ce travail-là chez les designers pour réfléchir à comment demain, on a eu une culture qui, pendant longtemps, a été human-centered design, donc innovation centrée sur l'humain. Aujourd'hui, le problème est plus large, en fait. On pourrait parler de conception centrée sur les interdépendances ou conception centrée sur la planète. Je ne sais pas quel terme on utilisera au final, mais c'est une dimension systémique qui est plus large que l'humain, qui garde l'humain au centre, mais avec une surface d'enjeu qui s'élargit. Donc ça pose la question d'élargir un peu le sujet. J'ai des amis qui ont trouvé à redire quand Cambridge Analytica est arrivé en disant mais en fait c'est la fin de Human-Centered Design parce qu'en fait Cambridge Analytica a fait du Human-Centered Design, ils ont servi ce que certains ont demandé mais c'était pas désirable. Donc la question aujourd'hui on dit le design thinking c'est la convergence, c'est la synthèse créative du désirable, viable et réalisable. La question du désirable, elle prend une surface aujourd'hui que beaucoup de disciplines n'ont pas intégrée. Mais le design va aussi se revisiter pour l'embrasser mieux, clairement. Merci beaucoup pour cet éclairage Merci très nourri. Au revoir Rémi. Merci.